Bonjour, je suis Stéphanie Régnier, la présidente de l'association FOCGEN France et cette vidéo a pour but de vous transmettre toutes les informations que j'ai reçues lorsque je me suis rendue à Miami pour participer au symposium organisé par la FOCG1 Research Foundation. Elle était organisée par Nasha et Nicole, qui sont toutes les deux fondatrices de cette fondation, et toutes les deux mamans d'une enfant FOCGEN. Je vais vous retransmettre principalement deux conférences qui sont les conférences les plus importantes, les plus intéressantes. La première qui est la conférence donnée par Sue, qui est neuroscientifique et directrice scientifique de la fondation et directrice du centre de recherche de l'université de Buffalo. Elle et son mari sont tous les deux neuroscientifiques et parents de la petite Yuna, 14 ans, qui est atteinte du syndrome FOCGEN. Ils ont dédié leur vie, on peut le dire, à la recherche sur le syndrome. Ils ont une motivation extrême, vous le comprenez, puisqu'il s'agit de guérir leur fille et de guérir aussi tous les enfants atteints par ce syndrome. Ensuite, je vous présenterai l'intervention de Guy, qui travaille dans la biotechnologie et la biopharmacie et qui développe actuellement le traitement. Alors, rapidement, pour vous faire un petit rappel de génétique, sachant que je ne suis pas scientifique ni généticienne, mais voilà, j'essaierai de vulgariser le plus simplement possible. Pour rappel, un gène, c'est une petite portion de chromosome et que chaque gène est présenté en double dans nos cellules. Les deux copiés d'un même gène, c'est ce qu'on appelle un allèle. Et ce qu'on sait, c'est que le syndrome FOCGEN, c'est causé par une mutation sur un seul allèle. Et que généralement, c'est une mutation de novo. Alors, la fondation s'est donné plusieurs missions pour atteindre ce but-là de trouver un traitement de guérir le syndrome FOCGEN. La première mission, c'est de générer un système modèle. Alors, un système modèle avec des souris ce système, ils vont donc le créer et il va imiter avec précision les conditions du syndrome. En fait, ce qu'on veut, c'est ici avoir des souris qui ont exactement la même condition génétique et les mêmes syndromes que le syndrome FOCGEN. Parce que ce qu'on veut, c'est comprendre les mécanismes, c'est-à-dire pourquoi cette mutation conduit à cette maladie. Alors, ils ont développé ce système modèle, donc ils ont créé des souris qui présentent le syndrome FOCGEN. Donc en fait, ils ont introduit dans des souris de vraies mutations FOCGEN, c'est-à-dire que avant de faire ce travail, il avait fallu répertorier toutes les mutations qui existent chez nos enfants, chez les enfants FOCGEN, et ils les ont introduites dans les souris. Donc nous avons des souris génétiquement modifiées qui sont malades, qui sont atteintes du syndrome FOCGEN. C'est notre modèle de souris. Pourquoi c'est important? Eh bien parce qu'en fait, on ne peut pas ouvrir le cerveau de nos enfants, bien entendu, pour comprendre comment ils fonctionnent. Donc, on sait des choses à partir des IRM, par exemple que il y a une microcéphalie, une agénésie du corps calleux, des problèmes de myélinisation. Mais pour pouvoir comprendre exactement comment fonctionne le cerveau de nos enfants, on va le faire sur les souris. Mais les souris, ce ne sont pas des enfants, des humains. Donc, ils ont également créé des neurones humains
ce qu'on appelle des iPSC. Et en fait, ce sont des cellules souches, c'est-à-dire des cellules très puissantes. Et en fait, ce sont des neurones qui vont devenir des neurones exactement comme les neurones des enfants fougéens. Et en fait, là, on a un système complémentaire assez puissant, c'est-à-dire qu'on a à la fois le modèle de souris et des neurones humains. Donc vraiment, là, le but, c'était donc de trouver quelle est la cause pathogène qui détermine FOXG1. Donc, on peut découper le cerveau des souris et voir quelles cellules manquent, quelles connexions manquent, pourquoi tous les symptômes découlent de telles mutations. Et surtout, ça nous permet de nous demander comment on va réparer le syndrome FOXG1. Et pour ça, on va pouvoir émettre des hypothèses. Par exemple, il va manquer de certaines cellules, les cellules ne sont pas isolées correctement, il n'y a pas assez de connexions, ou il y a trop de connexions. Alors, ce qu'on sait, c'est que chez des patients neurotypiques, il y a donc 2 allèles FOXG1 dans le cerveau qui permettent d'avoir une protéine FOXG1 100% fonctionnelle. Chez les FOXG1, on n'a qu'une seule copie de FOXG1. Donc, on a 50% de la protéine qui est fonctionnelle. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est introduire le gène fonctionnel dans le cerveau des souris pour que le niveau passe de 50% à 100%. Et on va cibler uniquement les cellules cérébrales. Alors, comment on va faire ça? Comment délivrer le gène FOXG1 dans les cellules cérébrales? Eh bien, en utilisant la stratégie du virus AAV9. AAV9, c'est un virus, un petit virus à ADN non pathogène, qui est un vecteur de transfert de gènes qui va pouvoir traverser la barrière physiologique entre le sang et le système nerveux central. Ça permet donc d'activer les gènes et d'apporter des protéines telles que des facteurs de transcription. Donc, ils ont développé ce virus AAV9 qui contient le gène FOXG1 fonctionnel, puisque ce qu'on veut, c'est apporter 50% vous savez, de passer de 50% à 100%, pour que délivrer ce gène FOXG1 dans les cellules cérébrales, ce qui va augmenter le niveau de FOXG1 à 100% dans le cerveau. Alors, le virus peut exprimer FOXG1. Comment on va tester, comment on teste si le virus fonctionne pour réparer le cerveau FOXG1? Et bien, c'est là que le système de souris va jouer un rôle important, puisque en fait, on a donc une souris génétiquement modifiée qui a la maladie FOXG1, et à un jour, on va lui injecter donc le virus FOXG1 directement dans le cerveau. Une semaine plus tard, ici, on va pouvoir tester comment les souris parlent. On va tester leur système de communication. Alors, elles ont leur système de communication qui est d'émettre des petits sons. Puis, un mois après, on va pouvoir retirer le cerveau et l'analyser. Alors ici, vous avez donc à gauche un patient FOXG1 avec les symptômes, et ici la souris qui a aussi FOXG1. Et ben on peut voir qu'ils ont à peu près, enfin vraiment les mêmes symptômes, c'est-à-dire un petit cerveau, un cortex
sous-développé, un manque de neurones, un hippocampe mal développé et un déficit de communication. Donc on introduit le virus AAV9, donc là on est en train de faire la thérapie génique, mais sur les souris. On examine leur cerveau un mois plus tard, et voici ce qu'on observe. Donc là, on a un cerveau avec l'hippocampe, et les signaux verts, c'est là où la fonction s'exprime. Ici, sur ce tableau, sur ce graphique en blanc, vous avez en noir un patient neurotypique. Ici, vous avez la souris atteinte de FOxG1. Et ici, vous avez la souris atteinte de FOxG1 qui a eu la thérapie génique. Et donc, on voit que, en effet, le niveau de protéine FOxG1 augmente après la thérapie génique. Donc là, ils ont aussi étudié les neurones. Donc au milieu, chez une souris FOxG1, après la thérapie génique, on voit qu'il y a la création de nouveaux neurones. On peut le voir sur le graphique. En bleu, il y a une augmentation des neurones par rapport à en rouge. Et on revient à un niveau normal, celui des neurotypiques. Ici, ils ont étudié aussi l'hippocampe. Pour cela, on étudie l'angle, ici cet angle-là. Chez les patients FOxG1, l'angle est très ouvert, il est plus ouvert. Donc c'est ce qu'on a ici, on voit en rouge sur le graphique de droite, l'angle est plus ouvert, donc la colonne est plus élevée. Et avec la thérapie génique, l'angle va pouvoir se réduire et donc l'hippocampe va retrouver une structure normale. Donc on corrige en fait l'angle de l'hippocampe et donc on corrige l'hippocampe. Ici, c'est les cellules nerveuses qui doivent être isolées correctement. Et donc, on voit qu'avec FOxG1, on a une augmentation des cellules immatures et qu'après la thérapie génique, on a une diminution de ces cellules immatures. On le revoit sur le tableau. Ici, c'est chaque fibre qu'on voit représente un neurone correctement isolé. On le voit, donc tous ces petits filaments là qu'on voit. Ici, sur un patient FOxG1, on voit qu'il en manque de ces neurones. Après la thérapie, on voit qu'il y a à nouveau création de neurones jusqu'au cortex. Ils ont également étudié l'évolution de la communication en quantifiant les signaux des bébés souris qui appellent leur maman. Et en fait, on voit ici que les capacités de communication s'améliorent après la thérapie génique. Donc tout cela pour dire que après la thérapie génique sur les souris, tout est corrigé dans le cerveau, au niveau du cortex, de l'hippocampe, de la myélinisation et de la communication. Donc, ce que je vous ai présenté, c'était sur une souris bébé. Et là, après, ils ont fait les tests sur une souris qui a 30 jours, donc ce qui représente à peu près le stade adolescent chez l'humain. Et on a fait encore, donc sur une autre souris, celle-ci s'appelle W300X, les mêmes tests.
et on observe les mêmes résultats chez une souris adolescente. Donc ici, une amélioration de l'angle de l'hippocampe. Une diminution des cellules immatures, une augmentation des neurones, des cellules qui sont correctement isolées. On a en fait au stade bébé et au stade adolescent les mêmes résultats. Donc, les souris nous ont permis d'examiner directement les cerveaux et que après la thérapie AAV9, il y a une récupération de chacun des problèmes. Donc, on peut dire que la thérapie par AAV9 est une thérapie efficace pour FOxG1. Donc, mission accomplie. Ils ont donc réussi à modéliser des modèles de souris et d'humains qui imitent exactement les symptômes du FOxG1. Ils ont ensuite compris les mécanismes de la maladie et ils ont utilisé la thérapie génique pour montrer que chacun des problèmes dans le cerveau est corrigé. Mais pour autant, le travail n'est pas fini, bien au contraire, il y a de nouvelles missions, notamment donc tester, faire des tests de dosage et de toxicité sur les souris. C'est bien que ça marche, mais on veut surtout que ce soit sûr. Rechercher des marqueurs, des indicateurs dans le corps des enfants afin d'évaluer le succès du traitement, donc de quantifier les progrès réalisés. C'est là que le rôle des parents est très important grâce au registre et à l'étude d'histoire naturelle qui permettent de fournir toutes ces données-là. Et également d'élargir à d'autres thérapies comme la thérapie ASO. Ici, nous voyons Sue et son mari et Yuna. Et ici, toute l'équipe du laboratoire de recherche. Il y a à peu près 20 à 30 personnes et l'équipe est extrêmement motivée pour guérir Yuna et tous les enfants FOxG1. Et ici, c'est l'inauguration du centre de recherche à l'université de Buffalo, ce qui est assez extraordinaire d'avoir un labo entièrement dédié à une maladie. Voilà pour la présentation de Sue. Maintenant, Guy, son travail, lui, c'est après comment passer de la thérapie mise au point par Sue aux essais cliniques chez les enfants FOxG1. Quand je dis enfants FOxG1, c'est tous les patients qui sont atteints du syndrome FOxG1, bien sûr, ils peuvent être adultes. Alors, le travail qu'a fait Sue et qui est incroyable, c'est souvent l'apogée d'un travail académique de recherche, mais on n'est pas encore au stade du médicament. Maintenant, comment on passe du travail de Sue aux médicaments approuvés? Eh ben, c'est par les essais cliniques. Un essai clinique doit pouvoir répondre à certaines questions. Quelle sera notre population de patients? Comment on dose? Combien? À quelle fréquence? Qu'est-ce qu'on teste? Comment on va mesurer le succès et l'effet du traitement? Comment garantir la sécurité du traitement? Donc, avec cet essai clinique, on va obtenir des données, des résultats. Si c'est bon, on va le soumettre à la FDA. Si la FDA approuve, on a un médicament qui est approuvé, qui peut être utilisé donc sur les humains, partout. Et sinon, on revient au départ et on commence un nouvel essai clinique. Donc, ces essais cliniques, pour qu'ils réussissent, en fait, on a besoin d'une science translationnelle qui est assez difficile puisqu'en fait, on a d'un côté la recherche avec des experts académiques qui s'arrêtent souvent à une publication
Et de l'autre côté, le développement clinique avec des développeurs de médicaments. Et en fait, ils ne parlent pas la même langue. Ce que fait la fondation, c'est en fait un continuum, c'est-à-dire qu'il y a des données cliniques dessous qui sont déjà intégrées dans le plan de recherche de Gaïa. Et on se prépare ainsi au succès, parce qu'il y a un dialogue. Alors après, il y a beaucoup d'étapes pour arriver à cette thérapie génique. Donc actuellement, on est en train d'introduire les résultats dessous dans la clinique. On est actuellement dans cet espace de sciences translationnelles. Il va falloir donc surveiller la sécurité, comprendre le dosage et fabriquer le médicament avant de pouvoir le faire approuver par la FDA et tester sur les humains. Tout ça, ça se passe en ce moment, c'est sciences translationnelles. Du côté clinique, on a donc besoin de l'aide des parents en 2025 pour le registre, pour l'étude d'histoire naturelle et pour le Disease Concept Model de Kopika, qui permettent en fait d'avoir des données extrêmement précises sur les signes, les comportements, les symptômes de la maladie. C'est nécessaire pour pouvoir bien cibler, avoir un essai clinique précis qui réussisse. Donc on a d'un côté la clinique, de l'autre côté le côté réglementaire de l'essai clinique. Et en juillet 2024, la fondation a rencontré la FDA avec des échanges extrêmement positifs et donc c'est plutôt engageant pour la suite. Alors, concrètement, que dire de ces essais cliniques et de cette thérapie génique? Donc les essais cliniques ont eu lieu déjà sur les souris. Ça va être testé également sur un animal plus gros, donc sur le singe. Ensuite, en 2026, il va y avoir l'essai clinique sur les enfants, sur des patients fogéens. Si cet essai clinique est approuvé par la FDA, il y aura ensuite une thérapie génique accessible à toutes les personnes du monde atteintes par le syndrome fogéen. Cette thérapie génique, concrètement, elle va pouvoir se faire en France, dans l'hôpital où est suivi votre enfant, par un neurochirurgien qui connaît, qui sait faire cet acte-là. Et ce sera une injection en une fois dans le cerveau des enfants. On pose souvent la question, est-ce que c'est que pour les enfants ou est-ce que c'est pour les adultes? Là, ce que je vous ai présenté, c'est qu'il y a eu des tests sur des nouveau-nés, et puis des tests sur des adolescents. Actuellement, Sue est en train de tester sur des souris adultes. Mais les résultats sont plutôt encourageants parce que ce qu'on a vu, ce que je vous ai présenté, les premiers résultats sur une souris bébé et sur une souris ado étaient extrêmement similaires. Voilà, donc maintenant je vais répondre à des questions qui ont été posées. Est-ce que les enfants français pourront participer à l'essai clinique? La réponse est non. L'essai clinique, pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit extrêmement précis, que ça se passe rapidement. On a vraiment une course contre le temps, on veut aller vite puisqu'il y a un véritable enjeu. Donc ça va être extrêmement ciblé, il va y avoir une forte sélection sur le choix des patients. Ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus simple possible. Pour que le but, c'est que le médicament arrive le plus vite possible. On veut également une approbation accélérée par la FDA. En général, un essai clinique, il va y avoir une phase 1, une phase 2, une phase 3. Des fois, il y a 2 phases 2 et 2 phases 3. Nous, on veut uniquement une phase 1. Donc, ça va impliquer une conception très prudente de l'essai et un effet de traitement réussi. Vraiment, le but, c'est d'avoir un médicament approuvé.
C'est une thérapie qui fonctionne sur toutes les mutations et les délétions, puisque le problème est le même. On a un seul allèle, on a une diminution de la protéine FOXG1. Pour l'instant, ce n'est pas encore testé sur la duplication, mais c'est en cours. Voilà. Alors, il y a d'autres questions. Quand les essais cliniques sur les singes sont prévus? Donc, ils sont prévus en 2025, puisque en 2026, il y aura les essais cliniques. Une autre question, c'est est-ce qu'il y aura une amélioration sur l'alimentation? Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été présenté par Sue, mais on peut supposer que oui, puisque on vient réparer le cerveau et que l'alimentation, c'est moteur. Une autre question est est-ce qu'il y a déjà eu une thérapie génique avec succès sur une autre maladie rare? Alors oui, c'est le cas du syndrome d'Angelman. Et d'ailleurs, la fondation de recherche est beaucoup en lien avec les scientifiques qui ont mis au point cette thérapie génique. Alors, autre question, combien de temps les améliorations apparaissent? Au bout de combien de temps les améliorations apparaissent une fois l'injection faite? Alors, on l'a vu sur les résultats, ça a été testé sur des souris, ce que je vous ai présenté, qui avaient 1 jour et il y avait déjà des résultats. Ça a été testé à 1 mois également. Donc on peut s'attendre à des résultats assez rapidement. Ce qu'il faut aussi savoir sur l'essai clinique, c'est que on ne sait pas vraiment, c'est la FDA qui va déterminer la durée de l'essai clinique. Est-ce qu'on va faire un essai clinique sur 6 mois, observer les enfants sur 6 mois, sur 1 an? Et que du coup, ça va conditionner aussi la date à laquelle on pourra avoir accès à cette thérapie génique en France. Il faut que l'essai clinique soit fini, approuvé par la FDA, et ensuite il va y avoir des démarches administratives pour que ce soit approuvé en France. Ce qui est plutôt rassurant pour nous, enfin en France, c'est qu'on a un système de santé extrêmement performant et stable et que il y a de fortes chances que si elle a lieu en Europe, c'est en France et que ce soit aussi approuvé en France. Voilà. Et puis juste pour conclure, donc vous rappeler donc le message le plus important, c'est que la fondation a trouvé une thérapie génique qui fonctionne sur les souris FOXG1, que les essais cliniques sur des patients FOXG1 sont prévus pour 2026, que la thérapie génique sera accessible d'ici 3, 4 ans, 5 ans en France. On ne peut pas connaître la date. Que les progrès des enfants seront possibles. Qu'en 2025, on compte énormément sur les parents pour qu'ils s'impliquent, qu'ils inscrivent leur enfant dans le registre. La fondation de recherche a encore besoin de 12 millions de dollars pour continuer sa mission. Il y a 1200 personnes dans le monde atteintes du syndrome FOXG1. Donc c'est possible d'atteindre ces 12 millions si chacun se mobilise. Je conclurai sur cette phrase de Nasha qui a dit « Ce n'est pas à moi de sauver votre enfant, c'est à vous de le faire ». Ce n'est pas non plus à l'association de faire tout le travail, c'est également à vous de le faire. On est une communauté, donc on a besoin de l'aide de chacun, de l'aide financière.
de l'implication des parents, au niveau des, hem, du registre et des données et aussi, de l'association, pour pouvoir aussi, que nous on porte cette thérapie génique pour qu'elle ait lieu, qu'elle soit approuvée. Voilà, donc c'est ainsi que je conclus cette, vidéo et je vous remercie de votre attention.